L'alliance inattendue entre l'extrême droite européenne et le Maroc pour soutenir la marocanité du Sahara occidental fait beaucoup de bruit. En parallèle, l'Algérie, fidèle à sa position de défense du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, se retrouve au cœur de ces tensions. Alors pourquoi des figures politiques européennes s'allient-elles soudainement avec Rabat? Et que se cache-t-il derrière cette alliance troublante? On fait le point ensemble. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l'Union européenne a frappé fort et annule des accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc, jugés illégaux à cause du Sahara occidental. Cette décision a été qualifiée de victoire historique par le Front Polisario, ne plaît pas à tout le monde. Du côté de l'extrême droite européenne, des voix s'élèvent pour défendre le Maroc. Alors, comment des groupes politiques européens, comme les Patriotes de Viktor Orban ou le groupe ECR, peuvent-ils défendre le Maroc tout en critiquant régulièrement les pays du Maghreb sur des sujets comme l'immigration? C'est là tout le paradoxe. Des figures comme Nicolas Bay critiquent le Front Polisario et accusent l'Algérie de financer les insurgés sahraouis. Pour l'Algérie, en tant que fervent défenseur de la cause sahraoui, cette question est un enjeu géopolitique majeur. Ainsi, Alger se positionne en contrepoids face à l'influence marocaine dans la région et dénonce ses alliances douteuses, notamment au sein du Parlement européen. Alors, comment expliquer cette alliance improbable entre Rabat et l'extrême droite européenne? Cela fait des années que le Maroc tisse des liens au sein du Parlement européen, notamment à travers des actions d'influence souvent opaques. Des enquêtes récentes montrent que Rabat n'a pas hésité à utiliser des méthodes discutables pour faire valoir ses intérêts. Le Maroc a même été soupçonné de corruption dans des affaires impliquant des députés européens. Une enquête, menée par le juge belge Michel Claise, a révélé que des personnalités comme Francesco Giorgi auraient reçu des fonds à travers Abderrahim Atmoun, ancien ambassadeur du Maroc en Pologne, qui aurait joué les intermédiaires entre les services secrets marocains et des députés européens corrompus. D'autres scandales de ce genre, comme l'affaire Pegasus, ce logiciel espion utilisé par Rabat pour surveiller des personnalités politiques, dont le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez ou des responsables algériens, renforçant les tensions entre Alger et Rabat. En réponse à ces affaires, l'Algérie a adopté une posture ferme, condamnant ces méthodes et renforçant son alliance avec des acteurs internationaux favorables à la cause sahraoui, comme l'Union africaine. Finalement, derrière cette alliance se cachent des enjeux de pouvoir et d'influence qui dépassent les clivages idéologiques et révèlent une convergence d'intérêts géopolitiques pour garantir des partenariats économiques stratégiques. Quant à l'Algérie, elle continue de défendre sans relâche le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, malgré les manœuvres de Rabat. Une chose est certaine, ce dossier explosif est loin d'être clos, et l'avenir des relations entre l'Europe, le Maroc, et l'Algérie sera scruté de près. Et vous, que pensez-vous de cette alliance entre l'extrême droite européenne et le Maroc? Partagez vos avis dans les commentaires et avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des derniers développements. On commence cette actu sur la France, désormais le deuxième plus gros importateur de GNL algérien. Au troisième trimestre de cette année, elle a importé 0,88 millions de tonnes de GNL, en hausse par rapport aux 0,75 millions de tonnes du trimestre précédent. Cette augmentation marquée montre à quel point le gaz algérien devient vital pour la France. Mais, selon un rapport de l'unité de recherche en énergie basée à Washington, la Turquie a dépassé la France, devenant le premier importateur avec 0,93 millions de tonnes. Les exportations algériennes, elles, ont globalement baissé de 27,7% au troisième trimestre à cause de la forte consommation interne due à l'été. Mais les experts prévoient une reprise des exportations au quatrième trimestre, notamment vers la France, avec la baisse de la demande intérieure algérienne cet hiver. Malgré la baisse globale des exportations algériennes, la France continue d'augmenter ses importations, dans un marché en mouvement constant où les acteurs du marché doivent être prêts à s'adapter rapidement. En résumé, la France se positionne comme un client majeur du gaz algérien, mais la Turquie lui vole la première place. Les fluctuations saisonnières jouent un rôle clé dans cette dynamique, et il sera intéressant de voir comment elle s'adaptera à ces changements. Deuxième actu, l'Algérie, déjà un acteur majeur dans la production d'huile d'olive, se prépare à un grand bond avec la finalisation de son ambitieux programme de plantation d'1 million de plants d'oliviers d'ici la fin 2024. Un effort colossal qui vise à faire de l'Algérie un leader incontestable du marché mondial. Aujourd'hui,
L'Algérie occupe déjà le 4e rang mondial pour la production d'olives de table et le 7e pour l'huile d'olive. Avec près de 443 000 hectares d'oliveraies, une vraie fierté nationale. En chiffres, c'est impressionnant. Sur un total de 65 millions d'oliviers plantés, environ 48 millions sont en production, générant 100 millions de litres d'huile par an. Et l'objectif est clair, d'ici 2030, atteindre 1 million d'hectares d'oliveraies. Ce n'est pas seulement une stratégie agricole, mais un véritable levier économique pour l'Algérie. Pourtant, le défi est grand. Le phénomène d'alternance de la production, combiné aux conditions climatiques difficiles comme la sécheresse, affecte les rendements. Certains producteurs voient des récoltes en baisse de 30%, ce qui pousse les prix à la hausse. Le coût de l'huile pourrait atteindre jusqu'à 1500 dinars le litre cette année, soit une augmentation considérable. L'Algérie mise gros sur l'olivier pour diversifier son économie. Malgré les défis climatiques, le potentiel est énorme et le pays semble bien parti pour renforcer sa place sur le marché international de l'huile d'olive. Troisième actu, l'industrie automobile en Algérie se réinvente, et Renault est au cœur de l'attention. Où en est le constructeur français face aux nouvelles exigences du pays? Renault, pionnier en Algérie avec l'ouverture de son usine d'Oued-Tlela près d'Oran en 2014, est à l'arrêt depuis 2020. Pourquoi? Le gouvernement algérien a mis fin aux importations des kits SKD-CKD, rendant impossible le montage de voitures sur place. Aujourd'hui, Renault est en phase de mise à niveau pour répondre aux nouveaux cahiers des charges imposés par l'État algérien. Selon le ministre Ali Aoun, le retour de Renault est conditionné à son adaptation à ces règles strictes, et l'agrément sera accordé au moment voulu. L'Algérie ne veut plus de simples concessionnaires ou importateurs, mais des partenaires industriels capables de contribuer à l'économie locale. Renault a été un précurseur en Algérie, mais pour revenir, le constructeur devra s'adapter aux nouveaux standards imposés par le gouvernement pour pouvoir reprendre ses activités, et se conformer à cette nouvelle vision tournée vers une industrie locale durable. Quatrième actu, l'Algérie et l'Inde, deux nations aux ambitions économiques croissantes, se rapprochent. La présidente indienne, Droupadi Murmu, annonce une nouvelle ère de coopération entre les deux pays. L'économie algérienne connaît une accélération impressionnante. La présidente Murmu voit dans cette dynamique une véritable opportunité pour renforcer les liens économiques dans des secteurs clés comme l'industrie pharmaceutique, les TIC, les startups, l'agriculture, et même l'aérospatiale. Murmu a salué les réformes algériennes et affirmé que son pays veut devenir un partenaire de développement solide, en particulier dans l'énergie et les énergies renouvelables. Avec les échanges commerciaux atteignant 1,9 milliard de dollars par an, l'Inde est prête à aller plus loin. Avec une économie de 4 trillions de dollars, le potentiel est énorme. L'Inde est prête à partager son expertise et d'investir davantage en Algérie, en s'appuyant sur ses entreprises présentes sur place qui jouent un rôle clé dans cette coopération. En résumé, cette rencontre entre l'Inde et l'Algérie, c'est plus qu'un partenariat, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'économie algérienne. Les deux pays sont prêts à passer à la vitesse supérieure, avec des projets concrets à la clé. Cinquième actu, le marché noir des devises en Algérie s'affole, puis se calme enfin. Vous avez sûrement entendu parler de la flambée des prix de l'euro. Mais où en est-on maintenant? L'euro, après avoir atteint des sommets records à 260 dinars, se stabilise autour de 250 dinars. On parle ici de l'échange sur le marché noir, notamment au Square Port Saïd, le lieu clé des transactions informelles en Algérie. Les causes, l'annonce du gel de l'importation des véhicules de moins de 3 ans. Cette décision a fait exploser la demande d'euros, puis, avec la baisse de cette demande, le taux de change a aussi suivi. Aujourd'hui, l'euro est à 250 dinars à l'achat et 254 à la vente. Les fluctuations régionales sont minimes, environ 2 dinars selon les wilayas. Quant au dollar américain, il a reculé après son pic fin septembre et se stabilise à 224 dinars à l'achat et 227 à la vente. Et pour nos amis au Canada, le dollar canadien est stable, à 159 dinars à l'achat et 161 à la vente. En bref, le marché des devises reste instable, mais la situation s'apaise. Toutefois, le gel des importations de véhicules continue de peser, affaire à suivre. On termine avec cette actu sur Barbès, Little Algérie, un film poignant signé Hassan Guerrar. En 1996, l'église Saint-Bernard a fait la une avec un événement marquant, des sans-papiers s'y sont réfugiés, entamant une grève de la faim pour obtenir leur régularisation. Aujourd'hui, Hassan Guerrar fait revivre cette mémoire avec son premier long-métrage, centré sur un quartier populaire de Paris. L'histoire, on suit Malek, un célibataire quadragénaire, récemment installé à Barbès qui découvre un quartier bouillonnant de vie. Sa curiosité le pousse à s'engager dans une association d'entraide, Solidarité Saint-Bernard,
pour distribuer des colis alimentaires et rencontrer préfecture, un petit truand local et Adria, une matriarche respectée qui règne sur un café du coin. Barbès, souvent perçu pour ses petits trafics, devient sous la caméra de Guérard un lieu de résistance, contre la précarité, les préjugés sociaux et identitaires. Et vous, comment percevez-vous la diversité des quartiers populaires en France? Pensez-vous que le cinéma reflète bien cette réalité? Dites-le nous en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.